Dans cet épisode du podcast d'Andolvaraz, la cantine numérique de Brest, la juriste Bettina Bordure nous présente ses travaux sur la mort numérique. Elle aborde la question de la définition des frontières temporelles d'une existence numérique et expose la manière dont le droit commence à s'en saisir. On parle des rites autour du défunt et sa commémoration, du régime des données personnelles après la mort, du droit à l'oubli et de la question des archives. Bettina Bordure évoque ensuite des pistes pour une patrimonialisation de la vie privée, avance de passionnantes questions sur la nature de l'identité numérique et son usurpation. On en vient même à parler transhumanisme et droits et obligations des robots. Bonne écoute. Bonjour Bettina Bordure. Bonjour. Vous êtes doctorant en droit privé au CERC à la faculté de droit de l'Université de Toulon. Oui. Vous réalisez votre thèse sur quel sujet en particulier ? Je travaille sur la protection des données personnelles. Donc, j'interroge la pertinence du régime qu'on a actuellement, le RGPD, la protection des données, tout ça. Et puis bientôt le DMA, le DSA, qui Ouais. vont impacter tout ça. Mm. Et dans ce cadre-là, vous avez publié quelques travaux sur la mort numérique. Mm. Et finalement, c'est un sujet qui est vaste, mais qu'on voit rarement passer. En fait, comment vous définissez, comment on peut définir la mort numérique ? Alors, en fait, on la définit pas pour l'instant. En tout cas, pas juridiquement. C'est un truc très juridique, ça, d'avoir des concepts qu'on définit pas. Et c'est dans l'idéal, ce serait le fait de pouvoir faire disparaître totalement toutes les données qui sont reliées à une personne. Donc, je dis idéal parce que c'est pas du tout le cas, en fait. Une forme de droit à l'oubli intégral. Ouais, c'est un peu ça. En fait, ce serait un peu comme le pendant de la mort classique, quoi. Quand quelqu'un décède, tous ses effets personnels, tout ce qui lui appartient finit par être soit redistribué aux héritiers, soit jeté. Ce qui n'est pas du tout le cas numériquement, puisqu'il reste des traces de la personne. Et c'est pas quelque chose qui est encore très appréhendé parce que justement c'est nouveau. D'accord, donc il y a pas, en fait, c'est pas une simple transposition de la définition, on va dire médicale de la mort Non. organique, ni même des définitions habituelles qu'a le droit vis-à-vis de la personne décédée. Pas du tout. Déjà parce on n'est pas, vous avez pas un corps numérique déjà. Donc la mort traditionnellement, moi, elle va être marquée. C'est assez simple à définir juridiquement. Vous avez un arrêt des fonctions vitales, un arrêt cardiaque. C'est quelque chose de normé. C'est facile à délimiter. Numériquement, comment est-ce qu'on peut savoir que la personne est décédée ou pas? Comment est-ce qu'on peut savoir si un compte Facebook c'est une vraie personne derrière? On n'a aucun moyen de vérification en fait. Mmh. Donc déjà, c'est difficilement, on a déjà du mal à la marquer, à la marquer temporellement. Donc c'est déjà une première difficulté. Ça veut dire que ça implique nécessairement que quelqu'un la signale. Donc on repose sur la définition organique antérieure, les systèmes de déclaration, etc., pour ensuite Mm, avancer en fait. La preuve s'obtient en fait on va dire dans le monde physique, mm. avant de pouvoir s'exercer dans le monde numérique. Oui, et puis encore faut-il que quelqu'un le fasse, parce que vous pouvez enfin, les familles, c'est pas quelque chose on est très sensibilisé. Je pense que c'est pas un réflexe quand quelqu'un décède maintenant de penser à son profil Facebook ou Instagram. C'est pas quelque chose qui vient forcément à l'esprit. Mmh. Oui, généralement, sur le moment en tout cas, on a bien d'autres soucis En plus. à aborder, ouais. Mm. Et est-ce que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de juristes, ou est-ce que vous êtes un cas un peu particulier? Qu'est-ce qui vous a amené en fait donc on a déjà vu le sujet de votre thèse, mais Oui. qu'est-ce qui, dans ce cadre-là précisément, vous a conduit à vous intéresser à cette sous-thématique plus particulière? Bah, c'est vrai que c'est un peu le côté un peu engagé parce que finalement, je suis un petit peu obligée de prendre parti. J'ai quand même un sujet de thèse où je suis obligée d'avoir un avis, même si en théorie, je suis pas trop censée le dire. Mais en matière de données personnelles, de toute façon, soit on fait un petit peu l'autruche en disant que de toute façon, on n'y peut rien et que nos données sont exploitées, soit on se dit bon, il y a quand même
les incohérences, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça? Et comme je travaille quand même sur justement cette transposition de la personne dans le monde numérique, forcément, me suis intéressée à un moment donné au commencement de la personne. Quand est-ce qu'on est numériquement? Parce qu'il y a une mort, mais il y a une naissance aussi du moment où vous êtes déclaré à l'état civil. Maintenant, vous avez un numéro de sécu qui est électronique, donc vous êtes déjà une personne numérique. Donc, je me suis intéressée à ça, à ces frontières temporelles. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte de cette mort numérique qui justement est pas trop. Il commence à y avoir des articles sur le sujet, mais c'est quand même c'est pas une priorité en soi. On a déjà du mal à gérer la fuite des données de nos vivants. Alors bon, la mort, je pense que ça passe un peu au second plan. La mort s'accompagne en fait d'une série de rituels, de commémorations. Et est-ce que donc vous avez travaillé sur la numérisation de ces commémorations? Est-ce que c'est juste en fait une application, une transposition de ce qui se passe déjà? Est-ce que il y a des choses nouvelles? Est-ce que finalement en, en numérisant ou en virtualisant le rite, on le, on entache on détruit une part de son sacré, ou est-ce qu'au contraire on le dépoussière et on lui permet d'accompagner le monde qui évolue? Je pense que c'est une question super personnelle en fait. Ça dépend vraiment des personnes. Je saurais pas. Il y a des choses qui me paraissent pas attentatoires aux personnes décédées. Il y a des choses qui moi personnellement, me dérangeraient plus. Mais c'est vraiment propre à chacun. C'est comme les différences entre ceux qui sont pour exposer toute leur vie privée sur les réseaux et ceux qui n'aiment pas du tout ça. C'est propre à chacun. Je pense qu'il y a des avantages, il y a des choses qui sont intéressantes parce que, par exemple, les cimetières connectés, le fait de pouvoir se repérer avec la géolocalisation dans un cimetière, ça me paraît pas ni attentatoire ni dangereux pour la personne, pour la vie privée. Après, le fait de pouvoir le fait de mettre un QR code par exemple sur une tombe pour avoir accès après à un espace de commémoration, on va dire virtuel, ça me paraît un petit peu plus délicat, peut-être pas attentatoire, mais disons que déjà d'une part, on peut absolument pas présumer le consentement de la personne à ce qu'on fasse ça une fois qu'elle est décédée. C'est comme si je prenais toutes les photos d'une personne chez elle et puis je les mettais sur sa tombe, quoi. Est-ce que la personne de Mhm. son vivant, elle aurait eu envie? On peut pas vraiment présumer ça, donc peut-être que c'est un moyen pour les personnes, les survivants, de témoigner de l'affection, mais je suis pas certaine que. Je pense que ça dépend vraiment des familles et des personnes. Et encore une fois, c'est délicat parce que c'est pas du tout une préoccupation. Enfin, maintenant, je pense qu'il y a quand même très peu de personnes qui sont au courant qu'on peut faire ça, déjà, que ça existe. Mhm. Donc, c'est quand même très peu connu. Mais voilà, après, et en plus, il y a tout le problème aussi de la sécurisation derrière. C'est toujours pareil, quand vous avez une application avec un QR code, avec des données, des images, des vidéos qui sont stockées, où est-ce que c'est stocké, comment c'est protégé, qui y a accès. Il y a une problématique aussi de sécurité derrière. Mhm. Comment est-ce qu'on arrive à garantir aux personnes que ce ne sera pas accessible à des gens qui sont pas forcément mal intentionnés, mais le problème de l'exploitation des données, c'est qu'on sait jamais vraiment. C'est comme il y a eu une affaire comme ça qui a fait scandale parce que c'est une dame qui avait perdu son bébé et elle recevait sans arrêt des publicités pour des couches, du lait maternel parce que son ordinateur avait enregistré qu'elle était enceinte mais savait pas qu'elle avait perdu son bébé. Donc il y a toujours un risque aussi si vous recevez après des publicités pour des frais d'obsèques. Enfin bon voilà, ne serait-ce qu'au niveau moral et pas seulement au niveau juridique et sécurité des données, il y a quand même des enjeux. Donc je suis partagée. Je suis partagée sur la question. Oui, il faudra sans doute voir ce qui sera proposé, enfin comment va évoluer ce qui est proposé. Mm, Donc il n'y a pas que les données qu'on pourrait déposer sur une personne après son décès, mais il y a aussi celles que la personne dépose elle-même, en mm, particulier dans les médias sociaux. C'est des données personnelles qui ont on l'a évoqué, ont un régime de protection, en tout cas du vivant de la personne. mm.
une fois qu'on est mort, ce régime, il s'étend encore à la personne après la mort ou qu'est-ce que ça devient? Qui est propriétaire des données une fois qu'on n'est plus là? Alors le problème, c'est que personne n'est propriétaire des données. Même vous, vous n'êtes pas propriétaire de vos données. C'est c'est impossible puisque c'est pas un bien au sens pur du droit. Donc en réalité, on a deux choix. De toute façon, il faut pas se leurrer, même si c'est possible, tout ce qui est en ligne ne disparaîtra jamais. Il faut partir de là de toute façon. Ça disparaîtra en tout cas sur la première couche, on va dire celle à laquelle nous, en tant qu'utilisateurs lambda, on a accès, mais ça restera dans des serveurs, dans des fichiers, dans des caches quelque part, dans des serveurs en Irlande ou je ne sais où. Mais en l'état des choses, pour l'instant, on a deux possibilités. Soit la personne qui est décédée a laissé des directives, donc c'est une partie spécifique des dispositions testamentaires, et elle désigne ce qu'on appelle un tiers de confiance, qui va être certifié auprès de la CNIL, qui est la Commission nationale pour l'informatique et les libertés. Et cette personne va hériter de prérogatives spécifiques. Soit si la personne n'a pas du tout désigné de tiers, c'est les héritiers automatiquement qui hériteront de la possibilité d'agir. Mais en fait, c'est très limité parce que ils n'ont pas accès en fait aux comptes en eux-mêmes et ils ne peuvent pas non plus agir de l'intérieur. Ils ne peuvent pas se connecter directement sur les profils de la personne. Ils peuvent juste signaler le décès et demander à ce que les informations soient supprimées. Donc Mmh. déjà il n'est pas exclu que les applications acceptent parce que il y a beaucoup d'opacité dans les décisions algorithmiques. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé par curiosité. Enfin, c'est une curiosité un peu juridique. Je ne pense pas que tout le monde fasse ça, mais c'est un peu un biais du doctorant. Mais moi, j'ai déjà essayé de trouver les coordonnées des responsables de la protection des données personnelles de Facebook. Et en fait, ils sont injoignables. C'est un algorithme qui répond. C'est automatisé. Il n'y a pas de Mmh. personne derrière l'écran. Donc, en fait, on ne sait jamais vraiment. Ou en tout cas, ils sont très durs à atteindre. Ou en tout cas, ils sont très durs à atteindre et il faut persévérer. Et voilà. Mais comme pour un utilisateur, on va dire normal, c'est très compliqué à. Donc il y a un problème d'opacité parce que est-ce que le réseau, par exemple Facebook, va autoriser la suppression? On ne sait pas. Et puis c'est Ou toujours. au contraire, la conservation. Peut-être qu'il peut dire, cette personne étant décédée, le compte alors que le tiers Oui, en charge ou à pourrait l'inverse. demander au contraire, hein. Oui, tout à fait. Mm. Et bon, après, certains réseaux, notamment Facebook, mais je crois que Twitter le fait aussi, ont voulu un petit peu s'inscrire dans cette mouvance. On prend en considération les données. Donc, certains proposent en interne de désigner ce qu'ils appellent des contacts légataires, où vous choisissez une personne dans vos relations. Et ce qui est étrange, c'est que par ce biais, il y a plus de possibilités qui sont ouvertes que législativement, parce que vous avez le droit du coup soit de supprimer le compte, soit de demander à ce que ce soit transformé en compte de commémoration. Mhm. Donc il y a une possibilité de plus, mais dans tous les cas, si vous demandez la suppression des données, que ce soit par le régime, on va dire légal, ou par le réseau social en lui-même, c'est quand même pas garanti. Enfin, qui vous garantit qu'ils les ont vraiment effacés? D'accord. Donc finalement, en pratique, le plus simple, c'est sans doute de donner les codes d'accès Oui. à son notaire qui les transmettra à la personne. Mais par contre, dans ce cas-là, on ne peut pas séparer l'accès aux données et, et la possibilité de clore ou de faire perdurer un compte. Tout à fait. Et je suis pas sûre que ce soit non plus une solution parce que est-ce que tout le monde serait vraiment d'accord pour donner ses identifiants, même à quelqu'un de Mm. la famille? Je suis pas certaine. Ouais. Je suis pas certaine. Donc, en effet, il y a cette problématique d'accès au compte et en même temps d'accès à ce qu'il y a dedans, en fait. Oui, qu'on peut Mm, séparer. mm. Ce qui est pas possible en l'état de l'art, en tout cas. Et est-ce que le traitement ici est très différent d'autres choses qui survivent à la personne, qui sont les archives en fait, les archives privées, les archives publiques, qui sont régies par un droit dans lequel finalement qui s'oppose parfois au droit à l'oubli.
qui est revendiqué, puisque en tout particulier les archives publiques Mmh. sont, aussi un droit fondamental Mmh. du citoyen, ou un bien public en tout cas. Et en fait, ce qui est différent, c'est l'intention, on va dire entre guillemets, parce que l'État qui collecte et qui garde des données, par exemple les documents d'état civil, dans le but, pour les archives, ça a quand même une finalité qui est entre guillemets légitime. C'est voilà l'accès à la généalogie, à l'histoire de la famille ou du pays, ou enfin tous les documents potentiellement concernés par les archives. Mais il y a quand même un encadrement qui est spécifique, puisque vous avez quand même une période avant que les documents soient accessibles au public, donc il y a quand même un certain délai qui s'écoule. Et puis, l'État va pas chercher à se rémunérer par rapport à ça. Donc il y a aussi ce côté économique qui est omniprésent dans les réseaux et les applications, qu'on n'a pas du tout dans le côté archive de l'État. En plus, en théorie, je dis bien en théorie parce que bon, je pense qu'on est largement loin de tout ce qu'on pourrait faire, mais en théorie, l'État est quand même censé passer par des plateformes qui sont quand même assez sécurisées. Là où finalement, sur les réseaux et les applications, tout ça, on en a aucune idée en fait, on n'a aucun moyen. Et c'est là toute la différence, parce que finalement, les réseaux sociaux, ils vont utiliser vos données pour se rémunérer. Parce que la donnée, Mhm. c'est pas un bien, mais elle a une valeur quand même. Ouais. C'est ça qui est très paradoxal. Et en plus, le danger, c'est qu'elle n'a pas une valeur une seule fois. C'est pas un bien qui se périme par sa seule utilisation. Elle peut être source de rémunération pour plein d'acteurs et de manière indéfinie. Mhm. Donc c'est là vraiment la différence. C'est le fondement, l'intérêt de l'exploitation de la donnée. Dans vos travaux, vous montrez d'ailleurs que cet aspect de la valorisation de la donnée, dans un sens où reprendre le contrôle sur ces données après sa mort, pourrait être une entrée vers une patrimonialisation Mmh. de la vie privée. Est-ce que c'est une possibilité que vous entrevoyez de façon assez forte, ou est-ce que c'est juste une piste à surveiller, mais qui sans doute a peu de chances de se configurer forcément? Alors mon cœur d'être humain naïf me dit que ce serait une super solution, mais mon raisonnement juridique me dit que c'est impossible. En fait, dans l'idée, en théorie, ce serait vraiment pratique, dans le sens où si on considère que la donnée c'est un bien, à ce moment-là, on peut la transmettre aux héritiers. C'est-à-dire que comme un bien classique, je suis propriétaire d'une voiture, je décède, ma voiture va à mon héritier, qui lui en fera ce qu'il veut. Les données, ce serait la même chose. Du coup, tout ce qui est données numériques de ma personne serait transmis à mes héritiers, qui eux pourraient ensuite dire à tel réseau ou à telle application, ah bah non, je vous interdis d'utiliser ces données puisqu'elles m'appartiennent. Donc c'est Mhm. sûr que ça poserait, ça mettrait en place une limite forte au contrôle qu'ont toutes ces applications sur nos données. Mais dans la réalité, c'est pas vraiment faisable. Déjà parce que, ne serait-ce que sociétalement, parce que tout le monde se sert de ces réseaux, et c'est là leur force aussi, c'est qu'ils ont réussi à s'implanter tellement fort dans nos mœurs que on accepterait, je pense, avec beaucoup de difficulté le changement. Et en plus, ça reviendrait finalement à dire la vie privée a un coût, en fait. Ça reviendrait à estimer la vie privée et la donnée, et ça serait plus dangereux à ce moment-là, parce que du coup, Mhm. on pourrait, Oui, les dérives seraient très importantes, ouais. voilà. Par exemple, comment est-ce qu'on délimiterait que la vie privée de un tel est plus importante ou a plus de poids économique que la vie privée d'un autre? Enfin, ça ouvrirait la porte à pas mal de dérives. Donc, c'est une idée qui est louable et qui est d'ailleurs défendue corps et âme par beaucoup de personnes, hein. Je pense à Gaspard Koenig qui a fondé Génération Libre, qui milite pour ça et qui y croit avec force et conviction. Mais je suis pas sûre que juridiquement ce soit possible. Dans l'idée, voilà, dans l'idée, ce serait merveilleux, mais
Et un autre point aussi que vous montrez, c'est que si cette identité numérique perdure, survit à la personne, hein, on peut se poser la question de la nature même de cette identité après le décès, mais aussi avant le décès. Donc il pourrait y avoir vous évoquez des risques sur les usurpations ou Mmh. les usages détournés de cette identité, encore très peu pensée par le droit. Mmh. Beh, déjà, il y a un risque, ne serait-ce que par rapport au sentiment des personnes qui ont vu quelqu'un décédé, parce que si demain vous rencontrez un faux profil de la personne, ça peut être éprouvant émotionnellement. Et c'est vrai que les cas d'usurpation d'identité commencent quand même à prendre de l'ampleur. D'ailleurs, on a même créé un délit pénal, enfin, on a adapté un délit pénal, l'usurpation d'identité, spécialement à celle qui est commise en ligne, qui est assez récent. Mhm. Et pour dire que voilà, qu'il y a quand même il y a quand même des utilisations illicites de l'identité qui émergent. Je crois que c'est depuis depuis que Rachida Dati s'était fait pirater. Il y avait quelqu'un qui avait créé un faux site à son effigie qui ressemblait à absolument en tout point au sien et qui balançait des infos totalement fausses. Et Mhm. voilà, c'est très facile. Je pense même plus facile numériquement que classiquement de prendre l'identité de quelqu'un. Et c'est quelque chose qui pose des problèmes. Et finalement, on n'a pas de. On avance à tâtons parce on connaît pas encore tout ça, en fait. Ouais. On sait pas trop Est-ce qu'on comment. Oui. est-ce qu'on pourrait imaginer, s'il y a persistance, une infraction commise par cette identité persistante, qui en serait, qui du coup serait responsable, hein, de cette infraction? Là, le problème, c'est que à moins de remonter jusqu'à la personne qui a commis l'infraction, si vous arrivez à remonter à la personne qui a usurpé une identité. Mais si elle est décédée? Ah, alors Oui. le problème, c'est que une fois que vous êtes décédé, vous avez entre guillemets plus de droits. Déjà, vous avez plus d'intérêt à agir puisque vous êtes plus là, et les héritiers n'ont pas cette possibilité d'agir pour le compte du défunt. Pour prendre un exemple plus concret, votre droit à l'image. Si s'il y a une atteinte au droit à l'image après le décès de la personne, les héritiers peuvent pas agir en justice au nom du droit à l'image de la personne qui est décédée. Donc c'est aussi une complication, c'est-à-dire que la personne elle est plus là pour protéger son image, donc il y a plus de raison entre guillemets valable que les héritiers la protègent aussi. Ça va poser le même problème numériquement. C'est-à-dire que, ok, d'accord, on vous a volé votre identité et la personne est morte, bah, entre guillemets, qu'est-ce que ça peut faire? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a plus vraiment de personnes en fait. Donc ça va poser un problème juridiquement parce qu'on va avoir un individu inconnu qui utilise l'identité de quelqu'un, jusqu'au jour où ça va poser peut-être des problèmes administratifs ou juridiques, mais dans les faits, pour la personne qui est décédée, il y a pas vraiment de moyen d'action. La prolongation de cette interrogation-là, en fait, croise celle du transhumanisme. Si on peut se télécharger, Mmh, comme on dit mmh. ici, se téléverser sur dans une autre entité numérique, dans un double, se cloner, etc. Finalement, est-ce que vos travaux qu'on a présenté ici entre en résonance avec ces cas-là? Est-ce que les interrogations sont les mêmes? Est-ce qu'il y a des croisements auxquels vous avez travaillé? Sur le transhumanisme, pas vraiment, mais par contre, je reste convaincue qu'on peut pas considérer que notre identité, on va dire physique, est la même que notre identité numérique. Le droit est quand même très carré. Il y a une naissance, il y a une mort et il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a une existence juridique entre les deux, mais avant et après, il y a pas d'existence juridique à proprement parler. Alors certes, on doit le respect au cadavre, le respect au corps du défunt, mais on n'est pas dans une continuité de personnalité. Je pense vraiment en tout état de cause on peut pas en dire autant dans le numérique parce que justement il y a cette persistance numérique
qui fait que au bout d'un moment, on va être obligé d'admettre qu'il faut qu'il y ait une protection qui perdure après le décès, que ce soit pour les héritiers ou pour la personne en elle-même. Donc le transhumanisme, je sais pas trop. Déjà, est-ce que c'est possible de se téléverser entièrement Je crois pas que ça a déjà été fait. Je sais qu'on fait plein de trucs révolutionnaires, mais dans l'idée, de toute façon, oui. Non, c'est encore du projet lointain. Oui, mais dans l'idée, c'est un petit peu l'ambition aussi, de toute façon, de prolonger la vie après la mort, non? Oui, complètement. Mais aussi de transformer en fait ce qu'est l'humain. Et donc, ça pose des questions de savoir s'il y a des transhumanistes ou des post-humains, est-ce qu'ils auront plus de droits ou des droits différents que ceux qui seront restés humains? C'est un petit peu comme le problème des robots. Est-ce qu'on leur donne une personnalité ou pas? Est-ce qu'on leur donne une capacité à être titulaire de droits et à avoir des obligations? Ça aussi, c'est le même problème en fait. Parce que en droit, on va distinguer la personne qui est le support et la personnalité. Ce qu'elle a le droit de faire, ce à quoi elle peut prétendre, les droits qu'elle a. Du coup, dès qu'on n'est plus sur une personne, un support différent, se pose la question. Donc la personne numérique, on va se poser la question, est-ce qu'on a le droit de donner, est-ce qu'on va donner des droits et des devoirs qui sont différents? Si un jour il y a un humain augmenté, c'est pareil, est-ce qu'on va lui donner les mêmes droits, les mêmes devoirs qu'une personne humaine, purement humaine? Et le robot, c'est le même problème. Est-ce qu'on va lui donner le droit de voter, par exemple? Et ça pose déjà des soucis parce que, d'ailleurs, il me semble que le Parlement européen travaille sur un projet de personnalité robotique. Parce qu'il y a tout un problème aussi de responsabilité. Si un robot cause un accident, qui est responsable? Est-ce qu'on verra dans quelque temps un robot aller en prison? Le problème du numérique, c'est que voilà, c'est qu'on a des nouveaux supports qui sont différents de la personne, mais qui ressemblent à la personne, mais qui sont pas vraiment la personne. Donc, qu'est-ce qu'on leur donne comme droit? Bonne question. Qu'on va suivre encore. Merci beaucoup pour cette présentation. Si des auditeurs veulent vous contacter, suivre vos travaux, quel est le meilleur moyen pour prendre contact ou pour voir un peu où vous en êtes de vos réflexions? Sur LinkedIn. Et en principe, ça se demande pas, mais quand est-ce que la thèse se soutient? Alors là, pas avant 2 ans, parce que mon contrat s'arrête en 2023, donc autant aller jusqu'au bout. Donc en principe, dans 2 ans, si ce n'est 3. On la lira avec beaucoup d'intérêt en tout cas. Merci encore Bettina Bordure. De rien. Voilà, cet épisode est terminé. Nous espérons qu'il vous aura plu, intéressé. Commentaires, questions, soit par email coucou@lacantine-brest.net, soit sur Twitter avec le handle andalvraz, ANDALVRAZ.